Vous êtes de retour dans Quotidien pour parler de ce livre, de ce petit livre qui va relancer le débat. 6,90 €, ça s'appelle « Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin ». C'est aux éditions Seuil Libelle. Le titre ? Est-ce qu'on peut parler du titre de cette page-là ? C'est qui le « nous » ? C'est nous, les citoyens, qui, en 1789, avons aboli le privilège fiscal de l'aristocratie. C'est nous, les citoyens, qui, en 1914, avons créé l'impôt progressif sur le revenu. Et c'est nous, les citoyens, qui allons parachever... Donc le côté révolutionnaire, il est assumé. Aujourd'hui. Il faut parachever la révolution qui a effectivement été la création de l'impôt sur le revenu, grand bouleversement démocratique et républicain, mais dans lequel les milliardaires, les grandes fortunes, ne sont pas encore entrés aujourd'hui. Et puis c'est surtout tous les citoyens qui veulent comprendre ce dont on parle aujourd'hui, parce que ce livre, c'est un livre très simple, très pédagogique, que j'ai écrit pour tout le monde, les jeunes, les étudiants, les retraités, les personnes qui ont des connaissances en économie, celles qui n'en ont pas, tout le monde qui veut comprendre. L'idée, c'est de l'acheter dans une gare et de le lire dans le train. L'injustice qui mine notre démocratie, l'injustice fiscale qui mine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond du sujet et c'est le débat d'idées. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, en toute rigueur et en toute clarté, c'est d'abord un problème, une anomalie dans notre système fiscal qui est incontestable, qui est que les milliardaires, tout prélèvement obligatoire compris, tout impôt compris, paient 2 fois moins d'impôts que le Français moyen. Pour illustrer ça, regardez, on prend 1 €. Donc voici 1 €. Vous dites que si 7 € a été gagné par un milliardaire, 25 centimes de 7 € vont au fixe. Voici un autre euro. Si 7 € a été gagné par un Français moyen, 51 centimes vont au fisc. Voilà, c'est ça. Très simple, il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel d'économie pour comprendre qu'il y a un gros problème. Vous aimez vous afficher avec des prix Nobel d'économie. Encore une fois, c'est vraiment pas les titres, les diplômes des uns et des autres qui comptent. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne le problème. 25% de taux d'imposition pour les milliardaires. Et en fait, c'est moins que ça. Parce que si vous regardez ce qu'ils payent à la France, comme je l'explique dans le livre, c'est que 13%. Et j'aimerais que tout le monde comprenne bien les chiffres. Les milliardaires payent en impôts personnels sur leurs revenus, sur leur fortune immobilière, l'équivalent de 2% de leurs revenus. À ça s'ajoute l'impôt sur les entreprises, dont les sociétés qu'ils possèdent, comme LVMH ou L'Oréal, s'acquittent en France. Ça, c'est énorme. Et ça rajoute 11 points. D'accord ? Donc, ils arrivent comme ça à 13%. 13% de leurs revenus est payé en impôts à la puissance publique française. Nettement moins que toutes les autres catégories sociales, qui payent de l'ordre de 45-50% de leurs revenus en impôts. Si on ajoute en plus les impôts dont ces entreprises, qui sont des groupes multinationaux, s'acquittent à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays européens, ça rajoute 12 points supplémentaires, donc tout prélèvement obligatoire compris, on arrive à 25% pour les milliardaires, contre 50% pour le Français moyen. La conclusion, c'est que quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, les milliardaires sont considérablement sous-imposés. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Tout simplement parce que c'est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise en préambule de la Constitution de la Ve République. Et si je résume grossièrement, vous proposez de taxer 2% du patrimoine au-delà de 100 millions. C'est comme si on taxait 50% du revenu, c'est ça ? Il faut bien comprendre ce chiffre de 2%, d'où il vient. Donc c'est 2% de la fortune, effectivement, et ce chiffre, il n'a pas été choisi au hasard. C'est le taux plancher d'imposition qui permettrait de s'assurer que les milliardaires payent autant que les autres catégories sociales. Pas plus, mais pas moins. C'est un principe minimaliste, c'est-à-dire qu'on devrait tous pouvoir se mettre d'accord sur ce principe, sur cette idée que les personnes les plus fortunées ne devraient pas avoir le droit de payer moins que les classes moyennes. Bien sûr, il y a tout un débat à avoir sur le juste niveau de progressivité. Il y a de bonnes raisons de vouloir que les milliardaires payent plus que le Français moyen. Mais ce n'est même pas ce dont on parle aujourd'hui. Ce taux plancher de 2%, il s'assurerait juste qu'ils ne payent pas moins. Vrai ou faux, l'impôt sur le revenu, c'est 7% de l'ensemble des impôts et des taxes obligatoires. Oh oui, ça m'a l'air vrai. Et pourquoi on en fait tout un fromage ? Alors que c'est que 7% des revenus de l'État. C'est effectivement, en général, pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que les personnes qui
mettent l'accent sur le seul impôt sur le revenu, aiment bien dire que les 10% des Français les plus riches payent 3/4 de l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas faux. Mais l'impôt sur le revenu, c'est que 7%, ça laisse de côté 93%, qui sont la TVA, les cotisations sociales. Il y a même un autre impôt sur le revenu en France, en plus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est la CSG, qui est payée par tout le monde sur le premier euro de revenu. Si vous êtes au SMIC, tout de suite, vous payez 10% de CSG prélevé à la source. Pareil sur les pensions de retraite, etc. Donc, regardez que l'impôt sur le revenu, c'est trompeur. C'est pour ça, comme j'explique dans le livre, que si on veut bien comparer les contributions fiscales des uns et des autres, il faut bien prendre en compte tous les prélèvements obligatoires, pas que l'impôt sur le revenu, et bien sûr aussi tous les revenus. Et pourquoi ce seuil qui déclenche votre taxe à 100 millions ? En dessous de 100 millions d'euros, on gagne beaucoup d'argent et on paye moins d'impôts aussi ? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est le deuxième paramètre clé dans le dispositif que je propose. Ces 100 millions, ils n'ont pas été choisis au hasard. C'est le niveau de fortune à partir duquel le système fiscal devient régressif, c'est-à-dire les taux d'imposition, tout prélèvement compris, commencent à diminuer. Et pourquoi vous mettez milliardaire alors sur la couverture du livre ? C'est une très bonne question. C'est parce que les milliardaires, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est là où la richesse se concentre. C'est ce qu'on appelle les inégalités de fortune. Il y en a combien en France ? Il y en a à peu près une centaine. Il y a une centaine de milliardaires. Il y a à peu près 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros. Mais les milliardaires, ils possèdent à peu près 85% de la fortune des gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Première chose. Et deuxième chose, c'est véritablement pour les milliardaires que l'impôt sur le revenu s'évapore. Il disparaît dans les sociétés holding. C'est une technique d'optimisation fiscale qui est peu connue du grand public et que j'essaye d'expliquer et d'objectiver dans le livre, qui leur permet de faire écran à l'impôt et donc de toucher leurs revenus sans avoir à payer un impôt sur le revenu. Est-ce que vous pouvez être pédago là-dessus sur les holdings ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Tout à fait. On en parle comme si on savait tout ce que c'est. Non. On ne sait pas tout ce que c'est. Et moi, jusqu'à assez récemment, je l'ignorais moi-même. J'ai passé plus de 15 ans à essayer de cartographier les grandes fortunes, objectiver leurs techniques d'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, l'optimisation des sociétés multinationales. Mais c'est que depuis 2 ou 3 ans que, grâce à un travail international de recherche, on a enfin compris que la grande évasion pour les milliardaires, ce n'est pas aux îles Caïmans qu'elle a lieu, ce n'est pas en Suisse, c'est en France même, via ces sociétés holding familiales. Concrètement, c'est une évasion qui est légale ou qui est à la frontière de la légalité, mais qui n'est pas, disons, complètement illégale, comme le serait le fait de dissimuler des avoirs en Suisse. Donc si ce n'est pas illégal, c'est légal. Ah, c'est toujours plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, que tout le monde comprenne ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les milliardaires, leur richesse, elle vient de la détention d'entreprises, d'actions dans des entreprises. Ces entreprises, elles versent des dividendes. Mais les milliardaires s'organisent pour que ces actions, ils ne les détiennent pas eux-mêmes directement, mais ils les détiennent par l'intermédiaire de sociétés holding. Et ce sont donc ces sociétés holding qui touchent les dividendes versés par les entreprises, qui, en France, pour l'essentiel, ne sont pas taxés s'ils sont versés à une holding plutôt qu'à une personne physique. Alors, je ne prétends pas que ce soit illégal là-dedans, juste pour répondre à votre question. Il devient quoi cet argent ? Il est bloqué ? Alors, l'argent n'est pas... C'est une question extrêmement importante. L'argent n'est pas bloqué. L'argent peut être utilisé pour faire à peu près tout ce qu'on peut vouloir faire à ce niveau de fortune. C'est-à-dire pour réinvestir dans son entreprise, on peut utiliser l'argent de la holding, pour investir dans l'immobilier, pour acheter des journaux, pour acheter des médias, pour faire de la philanthropie. La seule chose qu'on ne peut pas faire... Là, il y a des taxes là-dessus. Non, sur rien de tout ça. Vous n'avez pas besoin de payer quelques taxes que ce soit avant de pouvoir utiliser l'argent de votre holding pour faire tout ce que je viens de décrire. Le seul cas où l'argent doit sortir de la holding, c'est quand vous avez besoin de l'utiliser pour vos dépenses de consommation strictement personnelles, pour acheter un ticket d'opéra, par exemple. Dans ce cas-là, il faut sortir l'argent de la holding, payer un peu d'impôts. Mais ces dépenses-là, elles sont infimes par rapport aux revenus des milliardaires. Et c'est la raison pour laquelle l'impôt sur le revenu est tout petit par rapport à leurs vrais revenus. Mais ça tombe bien, ceux qui veulent le plus taxer ces holdings, c'est pas tellement vous, c'est Sébastien Lecornu. Oui, c'est Sébastien Lecornu. Vous êtes d'accord avec ça ? Il en a parlé. C'est lui qui parle de holding, plus que vous, d'ailleurs. Alors, le projet de Sébastien Lecornu, dans le projet de loi de finances, consiste à introduire une taxe de 2% sur le patrimoine des holdings. On pourrait se dire, super,
on a résolu le problème. Un grand 2 pas on pourrait se dire vers la 2% justice comme fiscale. Zuckerman. Oh, d'où vient ce 2% ? Quelle de vous. coïncidence. Sauf que quand vous lisez le texte, l'article 3 du projet de loi de finances, vous voyez que quasiment tout le patrimoine des holdings est exclu de l'assiette de cette taxe. C'est-à-dire, les 2% ne s'appliquent pas aux actions détenues par les holdings. C'est 90% du patrimoine des milliardaires. Ces 2% ne s'appliquent pas à l'immobilier de ces holdings. Ils ne s'appliquent quasiment à rien. Ce qui fait que si vous simulez, comme on l'a fait dans l'Observatoire européen de la fiscalité que je dirige, les recettes fiscales potentielles de cette taxe Le Cornu, ça ferait passer le taux d'imposition des milliardaires de 25% à 26%. Mais vous mettez l'outil en place. Parce que vous parliez de la CSG tout à l'heure. Quand Michel Rocard fait la CSG en 1991, c'est-à-dire dès le premier centime de revenu en taxe, il disait il faut mettre en place l'outil, et puis petit à petit on fera monter le taux, puisque l'outil sera là, monter le taux, et il disait, et comme ça on baissera à proportion l'impôt sur le revenu. Alors le taux d'origine, c'était, on prenait 0,5% sur le revenu, la CSG, aujourd'hui on est à 7,5%. Et en parallèle, évidemment, l'impôt sur le revenu n'a pas baissé. Parce que le problème de la taxe Zucman ou de la taxe sur on dit tout ce qu'on veut, c'est que du coup, on accumule l'impôt. Et moi, je veux bien que vous réfutiez les prix Nobel, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Au début de la présentation de votre taxe, Joseph Stiglitz était présenté comme un argument d'autorité. Vous voyez, même un prix Nobel le soutient. Il se trouve que depuis 15 jours, on a Philippe Aghion, en plus. Ça, ce n'était pas prévu dans la communication sur votre taxe. Il y en avait 7 qui vous soutenaient, je crois. Il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose... Et Aghion, il dit quand même, il connaît, il sait de quoi il parle. Il parle d'enfer fiscal avec votre taxe. Ça ne peut pas être réfuté comme ça. Deux choses. Réponse. Parce qu'il y a un élément qu'il faut clarifier. Cet impôt plancher, il ne vient pas s'ajouter au reste. C'est une contribution dite différentielle. C'est-à-dire que si vous payez déjà l'équivalent de 2% de votre fortune en impôt sur le revenu, plus IFI, plus CSG, etc., alors vous n'auriez rien de plus à payer. Si vous payez 1,9%, alors vous auriez juste 0,1% de plus à payer. C'est très important parce que du coup, il n'y a aucun risque de ras-le-bol fiscal. On ne vient taxer que les gens qui non seulement sont extrêmement riches, mais payent aussi très peu aujourd'hui. Quant aux critiques de Philippe Aghion, moi j'ai beaucoup de respect depuis très longtemps pour les travaux de Philippe Aghion. Il a beaucoup de respect pour vous. Sur il le dit sans cesse l'innovation. aussi. Quant à moi, depuis 15 ans, j'étudie un sujet complètement différent, qui est la question des réponses comportementales à l'impôt. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que si on venait taxer les personnes sur ce taux plancher, leur dire vous devrez payer autant que le français moyen, si vous avez plus de 100 millions d'euros, est-ce que ça va décourager des entrepreneurs de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans Alors, oui. je veux répondre sur ça. On ne peut pas dire non. Qu'est-ce qui compte, Peut-être qu'on peut pas dire oui. quand vous parlez aux entrepreneurs? Et moi, j'ai enseigné 10 ans en Californie, à Berkeley. J'en ai rencontré littéralement des centaines, des créateurs de start-up de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ce qui compte pour eux, c'est quoi? C'est les compétences des salariés qu'ils vont pouvoir recruter, c'est la qualité des infrastructures publiques, c'est l'accès au marché. Éventuellement, les taxes et les régulations auxquelles ils vont faire face dans les années qui viennent. Mais les impôts personnels qu'ils auront à payer dans le cas extrêmement rare où leur fortune dépasserait 100 millions d'euros... Est-ce qu'on peut parler des startups justement pour dénoncer votre proposition de taxe? Vos détracteurs ont parlé de Mistral AI, une startup valorisée à 11,7 milliards d'euros, mais qui gagne zéro. Elle gagne zéro. Dans le livre, vous persistez et vous signez. Il faut qu'ils payent des impôts. Je pense effectivement qu'il faut poser un nouveau principe, qui est que l'extrême richesse, et on peut débattre de ce que ça signifie, j'ai proposé 100 millions d'euros, ça pourrait être 1 milliard, on peut discuter, mais l'extrême richesse doit s'accompagner d'obligations incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. Si vous êtes extrêmement riche, mais je comprends bien, si vous êtes extrêmement riche... Je ne parle pas d'extrême richesse, je parle de Mistral AI qui ne gagne zéro. Non, mais la taxe ne porte pas sur Mistral AI, ce n'est pas une taxe sur les entreprises, c'est une taxe mais là, c'était un exemple sur concret. Les actionnaires des entreprises dans la mesure où leur fortune personnelle dépasse 100 millions d'euros. Mais il n'est pas sur leur compte bancaire pour l'instant. Donc moi, ce que je dis, c'est que cette extrême richesse doit s'accompagner, quelles que soient vos vertus, quels que soient les rendements de votre fortune. Il paye comment? Arthur Minch, par exemple, il a 100 millions d'actions. C'est tout à fait il paye comment les impôts? Une question importante, c'est une question de modalité de paiement de l'impôt. Et là, on ne va pas réinventer la roue. On a déjà un impôt sur le patrimoine
dans lequel des problèmes de liquidité peuvent se poser, c'est l'impôt sur les successions. Vous savez qu'il n'y ait pas un taux de 2%, qu'il y ait un taux de 45% pour les plus grandes successions en ligne directe, 55% pour les successions en ligne indirecte. Donc ça pose des vrais problèmes de liquidité à des milliers, des dizaines de milliers de familles chaque année. Et on a inventé toute une technique administrative, que ce soit l'étalement des paiements, que ce soit la possibilité de payer en nature avec des œuvres d'art, qu'on pourrait généraliser. Dans le cas de Mistral AI, j'ai proposé que les actionnaires qui seraient sujets à cet impôt plancher payent en nature, c'est-à-dire avec des titres de leur entreprise. Et là, c'est très important. À l'État. Non, c'est très important de comprendre que dans ce cas-là, c'est juste un petit transfert de propriété. À l'État. Oui, à l'État. À l'État, à la puissance publique, vous avez raison. La puissance publique pourrait ensuite revendre ces titres aux salariés de l'entreprise ou à d'autres investisseurs résidents. Mais ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est que ce petit transfert de titres, il n'a aucune conséquence pour l'entreprise Mistral AI, puisqu'on ne demande pas à Arthur Mensch ou aux autres actionnaires de sortir de l'argent de l'entreprise pour payer l'État, ce qui pourrait gréver ses possibilités d'investissement. Non, pas du tout. L'entreprise n'est pas touchée. C'est simplement une petite dilution de certains actionnaires très fortunés au profit de la puissance publique. C'est très bizarre comme argument. J'insiste sur le fait. Des actions données à l'État en Alors, plus d'impôts. c'est comme quand les gens héritent d'œuvres d'art et qu'ils n'ont pas de liquidité et qui payent l'impôt sur les successions en donnant des œuvres d'art à l'État. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, ça s'appelle le mécanisme de dation, qu'on peut simplement généraliser quand il y a d'autres problèmes de liquidité. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces petites dilutions, ce petit changement dans la structure actionnariale, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans la vie des startups. C'est ça, créer une startup. Au début, vous possédez 100% des actions, et puis progressivement, vous faites venir d'autres investisseurs, donc votre part au capital baisse, et puis vous êtes coté en bourse, vous diversifiez. Et donc, cet impôt petit de 2% viendrait simplement accélérer très légèrement ce mécanisme, cette évolution naturelle.